Bienvenue au débat du dimanche. Deux pays seront notre centre d'intérêt aujourd'hui, la Guinée-Bissau et le Mali. La Guinée-Bissau avec la présidentielle de la dernière chance pour certains analystes politiques. 4 coups d'État et 16 autres avortés en moins de 45 ans. Beaucoup pensent que le scrutin d'aujourd'hui est celui de la dernière chance. On va également parler du Mali avec l'arrestation de 2 présumés djihadistes cette semaine par les forces spéciales des services de renseignement. Et puis l'interpellation de maître Hassan Bari qui serait en intelligence avec ces groupes-là. Et puis les vérités du ministre de la Défense, le général Daïrou Dambélé, devant les députés. Il était cette semaine à l'Assemblée nationale du Mali. Des questions qui seront abordées par nos invités. Maître Cheikh Oumar Konaré, avocat. Makan Kone, directeur de publication de Nouvelles Libérations. Badou Sidi Koba, directeur de publication de Carrefour. Et Serge Daniel, journaliste écrivain. 4 coups d'État, 16 tentatives. La Guinée-Bissau qui tente de sortir de l'impasse. La présidentielle de ce dimanche, je vous le disais à l'instant, est perçue par certains comme celui de la dernière chance. Parmi les candidats, le président sortant José Mario Vaz, que nous voyons ici, il a reçu l'ancien Premier ministre malien Soumaïlou Boubèye Maïga qui pilote la mission d'observation de la CEDEAO. Badou, est-ce que vous êtes également d'accord avec ceux-là qui pensent que c'est le scrutin de la dernière chance? C'est le scrutin de la dernière chance dans la mesure où José Mario Vaz part à cette élection très très inquiet dans la mesure où d'abord il a été exclu du PAICG qui est le parti africain pour l'indépendance du Cap-Vert et de la Guinée, dont il est ici. Donc c'est avec ce parti qu'il a accédé au pouvoir. Donc il a été évincé par ce parti. Deuxièmement, il a en face de lui 12 candidats. Parmi les 12 candidats, 2 ont été ses prémices. Il s'agit de Bassirou Dia et Oumar Sissoko Mbalo. Pour la petite anecdote, Oumar Sissoko Mbalo est même venu au Mali ici. Il a dit que le Mali, c'est le pays de ses oncles maternels. Au-delà de cela, il y a Carlos Gomes Jr., parce que lui aussi il a été Premier ministre quand Malam Bakan Sagna était au pouvoir. Ce dernier est mort en 2012 à l'hôpital de Val-de-Grâce. Malheureusement, Carlos Gomes Jr. n'a pas pu accéder au deuxième tour parce que les militaires ont fait un coup d'État. Il y a Antonio Ndiaye qui est actuellement incarcéré aux États-Unis parce que c'est un trafiquant de drogue. La Guinée-Bissau était un État de narco. Donc, Maniel Serifo Namadjou a assuré la transition. Et José Mario Vaz a gagné l'élection présidentielle. Donc, il a la mémoire courte. Et depuis juin, il devait quitter le pouvoir parce qu'il est le premier chef d'État quand même qui n'a pas été victime de coup d'État jusqu'à la fin de son mandat. Sinon, nous savons tous qu'il y a eu une série de coups d'État. Et Nino Vera a été renversé en 1998 suite à une insurrection dirigée par Ansoumane Mané. Et Koumba Yala, lui, il a été renversé par Verissimo Seyabara Correa. Et Nino Vera est revenu et en 2009, Nino Vera a été tué en même temps que son chef d'état-major, Batista Tagme Nawai. Donc lui aussi, on a acquis certains narcotrafiquants colombiens d'être derrière l'assassinat des 2 personnalités. D'accord, Magankone, le décor il est campé avec ce rappel historique de Badou Sidi Koba. Absolument. Normalement, je ne peux pas ne pas s'intéresser à la présidentielle à Guinée-Bissau pour plusieurs raisons. D'abord parce que, quoi qu'on dise, c'est quand même un Malien qui est en train d'observer le bon déroulement de ces élections. Et puis, une instabilité à Guinée-Bissau n'arrange personne. C'est-à-dire que cette zone est tellement aujourd'hui instable qu'il est important, étant donné que toutes les crises en Afrique, surtout dans cette zone de l'Afrique, découlent souvent d'élections truquées, mal organisées et tout. Donc je crois qu'on doit vraiment, véritablement veiller à ce que ces élections se déroulent bien. Comme vous avez dit, espérons que cette dernière chance, cette fois-ci, soit la bonne et que vraiment la Guinée... Parce que c'est depuis 2012 qu'on est aussi, comme au Mali, dans cette situation en Guinée-Bissau. Donc espérons que cette fois-ci, on soit vraiment sur le bon rail et que le pays aille pour de bon quoi, dans la démocratie. Maître Konaré. Je crois que la Guinée-Bissau attend beaucoup de cette présidentielle. C'est un pays particulièrement instable et je crains fort que malgré cette présidentielle, il n'y ait de nouveaux coups d'État. Vraiment, c'est un pays extrêmement instable dont je souhaite qu'il voit enfin le bout du tunnel. Mais j'ai des craintes. Oui, de mon point de vue, ce ne sont pas du tout les élections qui vont régler les problèmes de la Guinée-Bissau. Je pense que les élections sont nécessaires. Mais le véritable problème de la Guinée-Bissau, c'est
le trafic de cocaïne. Disons les choses clairement. Ce pays a une façade maritime, comme vous savez. La faiblesse des moyens de l'État, ce n'est pas la première fois. Vous avez parlé de 4 coups d'État, de 16 tentatives. Si on veut régler, de mon point de vue, le problème de la Guinée-Bissau, il faut régler le problème de la lutte contre le trafic, le narcotrafic. Parce que vous avez vu les accusations de part et d'autre déjà qui commencent. Les élections sont contestées. Quand je venais tout à l'heure, j'écoutais un peu la même radio que tu aimes bien et qui disait que les élections étaient déjà contestées. Et donc, en fait, vous avez le narco-État qui fait une espèce de narcotrafic qui finance une partie des élections. Je ne dis pas toutes les élections. Donc, on mise sur des candidats pour pouvoir rafler plus tard la mise. Donc, ce ne sont pas les élections qui vont régler le problème, de mon point de vue. Ce qu'il y a, c'est qu'ils puissent avoir, sur le plan national, que tout le monde puisse s'entendre, mais sur le plan régional, sur le plan international, pour lutter effectivement contre le trafic de drogue, parce que c'est le trafic de drogue. Le problème de la Guinée-Bissau, pour moi, ce n'est pas un problème d'élection. Les élections risquent de ne pas régler le problème, mais de déplacer le problème. Et le problème essentiel va rester la lutte contre le trafic de drogue. D'accord. Surtout, Barou Sidi Koba, que bien avant la présidentielle, il y avait une crise au sommet de l'État. Le président qui s'est même séparé du Premier ministre. Et les résultats sont contestés dès maintenant. Ajouter tout cela peut-être à la menace de narco-État et tout, peut-être on n'est pas sorti de l'auberge même avec cette présidentielle. Bon, on n'est pas tout à fait sorti de l'auberge parce que la communauté internationale a adoubé Aristides Gomez comme Premier ministre. Maintenant, José Mario Vaz a choisi Faustino Imbali pour être Premier ministre aussi. Mais heureusement, ce dernier a compris, il a désisté. Mais le cas même de la Guinée-Bissau intéresse beaucoup le Sénégal. Vous savez que le MFDC de fait l'abbé Augustin Diamacoune Senghor utilise souvent la Guinée-Bissau comme base de repli, base arrière pour attaquer le Sénégal. C'est pourquoi en 1998, quand Ousmane Mané a déclenché son insurrection contre Nino Vera, le Sénégal a dépêché un corps expédition dans le cadre de l'opération Gaou. Et avec l'élection présidentielle, les forces sénégalaises sont stationnées du côté de Sao Domingos. Ils sont stationnés pas très loin de Sao Domingos, qui fait partie de la Guinée-Bissau. Donc, dans l'éventualité d'intervenir en cas de nécessité. Oui, Magan Koné, quand même, on est dans cette situation depuis 2012, le coup d'État de 2012, une transition qui a commencé en 2014 avec une médiation de la Guinée voisine. Le bilan peut-être de cette médiation, puisque après 5 ans de transition, de stabilité, il y a toujours crise au sommet de l'État. La présidentielle se déroule dans ce contexte-là de crise. Effectivement, c'est ce que mon Serge vient de dire. En fait, c'est pas que politique en réalité. Il faut mettre la Guinée-Bissau sous tutelle. Non, moi je crois pas. Moi je crois qu'il faut simplement que les gens aient le courage de régler, de mettre les vrais problèmes sur la table, c'est-à-dire sortir un peu de l'aspect politique, et puis travailler sur, comme vient de dire Serge, sur l'aspect lutte contre la drogue et tout, et puis mettre les intérêts personnels, les intérêts du pays au-dessus. Tant qu'il y a, c'est un peu partout, tant qu'on parle d'armement, de drogue et tout dans un pays, et qu'on ne fait pas face à cela, quelle que soit la solution que vous trouviez, elle n'est pas la bonne. Okay, c'est parce que surtout que tous les politiciens ont échoué là-bas. Avant de venir à cette émission, je me suis permis de regarder rapidement le taux de croissance, les indices. C'est grave. C'est-à-dire vous avez deux habitants de ce pays sur 3 qui n'arrivent pas, qui n'ont pas accès aux soins de santé primaires. Est-ce que à l'éducation, si vous voulez. Donc il y a quand même un véritable problème. Il faut trouver les causes. Donc c'est pas du tout politique. Et je répète, le problème, il faut lutter contre le trafic de drogue. Si on arrive à lutter contre le trafic de drogue de manière efficace, quitte à faire un gouvernement d'unité, d'union nationale, etc., peut-être que ça sera le début de quelque chose là-bas. Sinon, vous allez voir dans 5 ans, vous savez, les dernières élections, c'était comme ça, contesté entre le Premier ministre, le Président. Il faut arrêter cela, je trouve. Oui, maître optimiste. Tu as évoqué la meilleure solution. Ce narco-État doit être mis sous tutelle de l'ONU. En tant que West Africain, vous ne serez pas fiers. Non, je vous le dis, rien ne marche dans ce pays. Une classe politique totalement pourrie, une armée indisciplinée, l'économie gangrénée par la drogue. Alors, qu'est-ce qu'on peut régler là? Les élections ne voudront rien. Il faut mettre ce pays sous tutelle de l'ONU pendant 10 ans. Comme ça, au bout de 10 ans, les gens reprendront leurs esprits. De jeunes gens vont sortir pour occuper l'arène politique et on en finira avec ces vieux classiques-là qui ne règlent rien. Vous savez ce que les Américains ont fait très rapidement? Cette anecdote. Les Américains, un jour, ils ont soupçonné un général
Antonio Ndiaye, le général Antonio Non, Ndiaye. non, c'est l'autre, le marin, celui qui est de la marine. Celui qu'ils ont été arrêtés en pleine mer. Bref, ils l'ont soupçonné de trafic de drogue. Ils ont monté une opération. Donc, ils ont dit, mais porte à tenue, on a une cargaison de drogue qui arrive. Les gens se sont fait passer pour des trafiquants de drogue. Ils sont allés en mer et on l'a attrapé. La main dans le sac. Général, le main dans le sac. Trafic de cocaïne. Et ils l'ont évidemment balancé aux États-Unis d'Amérique. C'est pour ça que je dis c'est le véritable problème. D'accord. Deuxième thème de ce débat du dimanche, le Mali, avec l'arrestation cette semaine à Bamako, au grand marché de Bamako, de 2 présumés djihadistes par les forces spéciales des services de renseignement. Selon la DGSE, ils seraient des soutiens logistiques au groupe Ansarou Islami qui opère au niveau du centre du Mali et du nord du Burkina Faso. Mais une suite à cette arrestation, c'est l'interpellation de Maître Hassan Bari. L'avocat est soupçonné également d'être en connivence avec ces groupes. On aura l'occasion peut-être d'en revenir. Mais déjà, Makan connaît sur l'arrestation de ces présumés djihadistes. Toujours selon la sécurité d'État, des attentats étaient prévus à Bamako. Comment est-ce que vous l'avez accueilli, cette information? Comme tout bon Malien, bien, en fait, parce que là, on se sent un peu plus en sécurité, surtout par ces temps qui courent, surtout que si c'est au grand marché. En fait, je crois que la sécurité d'État malien, c'est là quand même à saluer, c'est que dans les grandes agglomérations, on la reproche de ne pas voir certaines attaques sur nos femmes et tout, mais dans les grandes agglomérations, surtout par rapport aux djihadistes, aux terroristes, aux attentats prévus, elle est toujours parvenue à arrêter des terroristes, des très grands terroristes, des grands logisticiens qui fabriquent des bombes et tout. Aujourd'hui, si vous allez à la prison, il y a des très, même si elle ne fait pas assez de bruit autour de certains cas, que moi je salue d'ailleurs, je crois que c'est mieux d'ailleurs qu'on ne dise pas trop qu'un tel a été. Je crois qu'il y a des très grands logisticiens aujourd'hui. Aujourd'hui, moi je peux vous dire par exemple que les terroristes ont des soucis parce que beaucoup de leurs logisticiens, informaticiens, fabricants de bombes sales, beaucoup sont arrêtés aujourd'hui. Donc, pour revenir à votre question, moi, je crois que c'est une action à saluer, à soutenir et puis un peu à encourager. Badou Sidikoba. Moi, je me dis que ces 2 malfrats qui ont été arrêtés agissent pour le compte d'Ansarul al-Islam. Donc, c'est un mouvement qui est très développé au Burkina Faso. Ce mouvement serait même derrière l'attaque du camp militaire de Boulkessi, du camp militaire de Mondré. Ce qui est important dans tout ça, c'est que ces individus sont arrivés ici le 19 novembre et ils sont venus pour payer des talkiwaki, des motos, etc., etc. Ils auraient pris langue avec Maître Hassan Bari, ce qui semble vrai. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? On ne sait pas. Ce qui est sûr et certain, si la sécurité d'État a mis la main sur Hassan Bari, ce n'est pas gratuit. Il y a des centaines d'avocats au Mali. Il y a Maître Konaré qui est avocat. Il n'a jamais été inquiété. Si Hassan Bari a été inquiété, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Maintenant, c'est à lui de s'expliquer, de se justifier. Parce qu'il y a beaucoup de terroristes qui ont été libérés. Et on a mis ça sur le compte de Maître Hassan Bari. Il y a le cas de Amadou Diko, de Oumar Diko, qui sont des grands fabricants de mines artisanales. Donc ces derniers ont été relâchés. Et le danger, c'est quoi? C'est que les terroristes qui ont été libérés, ces terroristes ont regagné leur terroir et ils ont considéré une menace pour les autres. Et ça a été vraiment quelque chose de très grave. Et ce qui fait que les populations de ces zones ont peur de dénoncer encore ces terroristes. D'accord. Maître Konaré, il paraît qu'il y a plusieurs avocats et vous n'avez pas été inquiété ainsi on emploie Badou Sidikoba. Je crois que Badou veut me dénoncer à qui de droit. Moi, je n'ai rien fait. Je ne critique que la SEMA. Alors, donc, ce que je retiens de cette situation, c'est l'interpellation de mon confrère Maître Bari. Il faut reconnaître que, comme le barreau l'a dit, sinon, si peut-être on peut revenir déjà sur peut-être les 2 présumés djihadistes dans le contexte et puis mettre l'interpellation de Bari peut-être en seconde ou dernière position. Ça va être un sous-thème. Pour l'arrestation de ces 2 terroristes-là, je n'en sais pas les détails. Et donc, je trouve que c'est quelque chose à saluer. Mais ce qui m'intéresse, c'est plutôt l'affaire Bari. D'accord. Ok, oui, c'est Daniel. Ouais.
Alors moi je disais, je n'ai pas fait la publicité, l'avant-dernier numéro de la lettre confidentielle du Mali, je parlais des menaces qui pesaient sur Bamako, le service des... Voilà. Bon, oui, un peu quand même, parce que Tangara est gentil avec nous. C'est de bonne guerre. J'apprécie pas trop. Donc c'était des menaces qui existaient, donc le travail des services de renseignement maliens avec les étrangers, etc., où il y a une collaboration. On parle de présumés djihadistes. Donc c'est-à-dire, on suppose, c'est un peu ça. Ce n'est pas acquis qu'ils le sont. Mais le problème, c'est que ce sont les services de renseignement qui font l'opération. Donc forcément, il y a une question de sécurité nationale. Donc on ne peut être que heureux de savoir qu'ils veillent sur nous, que ces services sont en train de veiller sur nous. Mais tant il y a toute l'enquête, on arrête des gens parfois qui sont libérés, parce qu'on ne leur reproche rien. On arrête des gens à qui on reproche des choses parce qu'il y a des preuves contre eux. Donc on peut dire que c'est une bonne chose de savoir que ce sont des gens qui sont en train de veiller sur la sécurité des habitants et des habitantes de la capitale. Voilà, l'arrestation de ces deux présumés djihadistes n'aurait pas eu une résonance assez importante, ainsi elle n'avait pas été suivie par l'intervention de Maître Hassan Bari. Justement, Badou Sidi Koba, vous en parliez, mais est-ce qu'il faudrait s'étonner de cela? Ce n'est pas la première fois qu'on voit Maître Hassan Bari avec les présumés djihadistes. Il a souvent plaidé pour leur libération parce qu'on l'a entendu sur certains plateaux de télévision et de radio. Il pense que souvent il y a l'amalgame Peul-djihadiste. Et en tant qu'avocat, il est souvent intervenu pour leur élargissement. En tant qu'avocat, il a le plein droit de défendre, même si c'est des terroristes. C'est son droit le plus absolu. Si on a besoin de lui, il peut les défendre. Mais au-delà de cela, il ne faut pas qu'on associe ça à la connotation Peul. Moi, je pense que ramenons ça sous l'angle djihadiste. Donc, je crois que là, ce serait mieux. Et au-delà de cela, Hassan Bari, pendant toutes ces conférences de presse, quand il parle, on sent qu'il est enflammé. Par exemple, lorsqu'il a parlé du cas d'Anfagale de Nawadje, il était dans tous ces états. Il est allé jusqu'à nous dire, nous journalistes, qu'il a même déposé une plainte auprès de la Cour pénale internationale pour dire que vraiment, il y a un génocide qui se profile à l'horizon en République du Mali. Donc, vous voyez, c'est des trucs qui ont fait que vraiment beaucoup de soupçons ont pesé sur lui pour dire que c'est quelqu'un qui a des mèches avec ces gens-là. Maître Konaré, oui, sur votre confrère. Voilà, ces derniers mois, j'ai souvent vu Maître Bari, qui est Peul, en train de défendre sa communauté contre les massacres qui étaient perpétrés contre elle. Et ça a contribué à lui donner l'image d'un activiste Peul. De là à penser qu'il a des liens avec des terroristes Peul, notamment ceux liés à Ansarul Islam ou ceux liés à Amadou Koufa, il y a un grand pas que je me garderai de franchir. Ce que je retiens, c'est qu'il a été arrêté sans que les procédures prévues en la matière soient respectées. Notamment, le règlement de l'UMOA qui régit la profession d'avocat exige que l'avocat ne puisse être entendu ou arrêté que sur ordre du procureur général près la cour d'appel ou sur ordre du président de la chambre d'accusation, le bâtonnier de l'ordre des avocats préalablement entendu. Cette formalité n'a pas été respectée. Pour autant, il ne faudrait pas trop tirer trop reprocher à la sécurité d'État, qui n'est pas, je le rappelle, un organe d'enquête qui ne figure pas dans le code de procédure pénale, mais qui mène des opérations pour la sécurité de l'État. Donc l'urgence peut expliquer que la sécurité d'État ait mis la main sur Maître Bari sans respecter les formalités prévues par la loi dont je viens de faire état. C'est pourquoi je souhaite que pour l'éclat de la manifestation de la vérité et pour le respect des procédures, que l'affaire donc soit déférée le plus tôt possible à la justice ordinaire. D'accord. Makankone, est-ce qu'il ne faudrait pas vraiment tenir compte de cet aspect-là, le fait que on a souvent vu Maître Hassan Bari défendre les membres de sa communauté. Est-ce qu'il fallait être surpris peut-être de voir cette intelligence, cette connivence avec les milieux djihadistes?
Non, non, pas forcément. Comme on l'a dit autour de cette table, c'est un avocat, il a le droit de défendre qui il veut. Moi, je souhaite d'ailleurs qu'on dissocie cette affaire de Peul et tout, carrément. Ce n'est pas une histoire de Peul. Et d'ailleurs, on est des journalistes, on s'est informés. De ce qu'on a appris, Maître Bari n'était nulle part concerné dans cette affaire. Les deux terroristes ont commencé à être filés depuis qu'ils sont arrivés à Bamako bien avant. Mais c'est quand ils se sont rendus à son domicile qu'on a commencé à se dire qu'il est peut-être, ils se connaissent. Et après, les enquêtes se sont suivies et tout. Mais je voulais dire, les gens de la sécurité d'État, c'est quand même des personnes relativement intelligentes. Maître Bari, c'est pas n'importe qui aujourd'hui. Il a été ambassadeur, il a été ministre, il est avocat et tout. Ils peuvent pas se lever et l'arrêter comme ça un beau matin parce qu'il est Peul. Non, ça, je suis pas d'accord par rapport à cela. Moi, je crois qu'il y a en tout cas des soupçons sur lui. Maintenant, c'est à lui de se défendre. Et quand l'affaire sera judiciarisée, comme on dit. Nous, on a eu ce même problème des journalistes ici qui a été arrêté. C'est ça le problème aujourd'hui. En fait, la sécurité d'État, parce qu'aucun texte n'est là, ou que, en tout cas, les textes qui la régissent datent du début des années 80. Elle peut tout se permettre pour raison d'État. C'est ça, en fait, la réalité. Et les gens qui s'agitent, excusez-moi, c'est sur ce point qu'il faut se battre fondamentalement. Depuis que ceux qui parlent de démocratie aujourd'hui sont au pouvoir, ils ne se sont jamais intéressés aux textes qui régissent la sécurité d'État. Depuis 90, personne ne s'est levé un jour pour dire est-ce que la sécurité d'État a des limites, est-ce qu'elle n'a pas de limites. Donc aujourd'hui, qu'on ne se lève pas, la sécurité d'État peut tout faire dans ce pays, peut tout se permettre. Ouais. Maintenant, pour revenir à Maître Bari, l'important aujourd'hui, c'est de faire en sorte que l'affaire soit judiciarisée. Sinon, il y a de forts soupçons qui pèsent contre lui et la sécurité d'État ne peut pas réagir comme ça gratuitement. Oui, ce que je veux dire, c'est devenu l'affaire dans l'affaire, si vous voulez. Bon, Maître Hassan Bari, il y a l'homme politique, et il y a le citoyen qui a des idées, qui défend une communauté, et il y a quand même l'avocat. En venant ici, j'ai reçu un communiqué de protestation de Maître Wan, qui est du bureau du barreau pénal international. Le bâtonnier de l'ordre des avocats également m'a contacté. Maître Moutagatal et ses membres, et puis Demba Traoré, et puis la conférence internationale des barreaux. C'est tout à fait normal et légitime de défendre un confrère dans une difficulté pareille, parce que la loi dit, si vous voulez l'arrêter, il faut forcément prendre contact avec elle. Donc ils sont dans leur droit. Moi je pense que c'est tout à fait normal et que la corporation des journalistes également défende des journalistes, c'est tout à fait normal. Maintenant il y a le fond du dossier. Je pense que dans une semaine, on saura ce qui va se passer, ce qui s'est réellement passé. Est-ce qu'ils connaissaient les deux présumés djihadistes? Quels étaient leurs liens? Il y a eu un communiqué quand même qui est accablant pour lui, en termes de dire oui, ils ont affirmé ceci, je ne vais pas répéter ça. Mais c'est important de savoir une chose, où est-ce qu'il est actuellement? Est-ce qu'il est en bonne santé? Je pense que ses collègues ses confrères sont en train d'aller lui rendre visite. Mais dans une semaine, on saura ce qui s'est passé. Et effectivement. D'accord. Badou, il y a le prétexte, il y a également le contexte. Makan Kone disait tout de suite que les éléments de la sécurité d'État sont assez intelligents. Mais quel peut être l'impact de tout cela sur la situation? Puisqu'il y a une relative accalmie au niveau du centre. Maître Hassan Bari, il n'est pas n'importe qui au sein d'une communauté dont on dit qu'elle est en différent avec une autre communauté. Quand on regarde les commentaires sur les réseaux sociaux, systématiquement, tous ceux qui sont les parents de Maître Hassan Bari, ils ne vont pas voir la raison d'État. Ils pensent qu'il y a acharnement quand on écoute les radios privées, quand on regarde sur les réseaux sociaux. Quel peut être l'impact de tout cela sur le processus de stabilisation au niveau du centre du pays? On est en période d'état d'urgence. Quand il y a état d'urgence, je ne suis pas juriste de formation, mais je pense que quand il y a état d'urgence, l'État peut se permettre certaines choses. Et la deuxième chose que je retiens, c'est que la sécurité d'État est en train de faire son travail. Pendant longtemps, nous, on a décrié la sécurité d'État pour dire que la sécurité d'État est amorphe, la sécurité d'État est inefficace. Donc, c'est la preuve que la sécurité d'État du Mali est en train de faire du bon boulot. La dernière fois, c'est Sekou Bouli qui a été arrêté au poste de Kati. C'est Ousmane et Harouna qui sont arrêtés. Et ils sont accusés d'être en complicité avec Maître Hassan Bari. Donc, il y a une légère accalmie au centre. Donc, ça veut dire que nos forces de sécurité, la sécurité de l'État, sont en train de prendre la mesure du danger et sont en train de s'adapter de plus en plus au contexte de guerre asymétrique qui ne peut être gagné que s'il y a le renseignement. Quelle que soit la bonne foi, quelle que soit la raison d'État, Magan Kone,
quelque part, on peut penser à de l'acharnement, surtout les proches de Maître Hassan Bari. Oui, ça c'est normal de la part des proches de Maître Hassan Bari. Mais moi je crois que c'est l'État, le gouvernement, même la sécurité d'État, qui doit dissocier Hassan Bari, leader, je ne voulais pas dire ça, mais je vais le dire, leader Peul, responsable Peul et tout, et cette affaire. Il n'est pas interpellé en tant que ressortissant du centre du pays, en tant qu'avocat, en tant que... Non. Ça, il faut que les choses soient très claires. Mais ça, c'est le rôle, ça fait, à lui, c'est pas notre travail ici, ça, c'est le rôle des gouvernants, des autorités et tout. Il faut que toutes ces choses soient dissociées totalement. Il y a 2 présumés terroristes qui ont été arrêtés. Aujourd'hui, ils ont été arrêtés, ils sont très très confondus d'ailleurs, ils ont reconnu des faits, ils ont reconnu des choses. Ah bon, vous étiez dans la quête? Non, mais je suis journaliste, je me suis informé comme toi. Tu viens de dire qu'il y a des choses que tu ne vas pas dire ici. Rien du tout. Donc, en tout cas, qui ont reconnu des faits et qui ont cité Maître Hassan Bari. Moi, je crois que même pour lui-même, pour la manifestation de la vérité, c'est très normal qu'il soit entendu. Et c'est très normal que même ceux qui le soutiennent aujourd'hui laissent tout ce qu'il doit faire aujourd'hui, à mon avis, c'est de mettre la pression pour que cette affaire soit judiciarisée. Et qu'elle sorte des mains de la sécurité d'État et que, en tant que citoyen normal, parce qu'aujourd'hui, officiellement, personne ne peut vous dire qu'un tel a arrêté Hassan Bari. La sécurité d'État n'a dit à personne qu'elle a arrêté Maître Hassan Bari. Non, c'est les rumeurs, c'est les informations et tout. Mais la sécurité d'État n'est pas censée informer les gens, un tel est chez nous, un tel n'est pas chez nous, on en connaît assez. Okay. Donc il faut dissocier les choses. D'accord. Je voulais faire un petit éclairage. Vous avez vu, comme tout le monde, une vidéo circuler aujourd'hui. Vous faites bien de ne pas diffuser la vidéo, parce que ça peut être une propagande. Oui, la vidéo où on voit Maître Hassan Bari aller avec... Voilà. Il a négocié pour libérer des militaires maliens, donc on l'a vu avec Amadou Koufa. Moi j'ai vu cette vidéo depuis le mois de juillet, parce que l'opération s'est passée en juin. Je l'ai vu au mois de juillet, et lié à cette arrestation, à cette interpellation de Maître Hassan Bari, la vidéo est devenue virale, comme si c'était le centre. Non, ce n'est pas... je ne pense pas que ce soit l'élément essentiel, parce que ça s'est passé au mois de juin avec un ministre de l'actuel gouvernement a encouragé l'opération, des officiels ont encouragé l'opération. Il y a eu libération d'une partie de des militaires maliens. Est-ce qu'il y a eu échange de prisonniers? Peut-être que Maître Bari le dira avec précision un jour, mais ce n'est pas l'affaire qui nous intéresse. Parce que dans la vidéo, on peut penser que Maître Hassan Bari était en mission de l'État malien pour aller libérer des militaires. C'est ce qu'on pourrait penser. Je sais de manière précise que des officiels étaient informés de son séjour là-bas. Quand vous allez libérer des militaires, de toutes les manières, vous n'allez pas les libérer en catimini. Ce que je veux dire, c'est pas, je ne lui reproche pas d'être allé là-bas. Peut-être que c'est même à saluer. Mais je veux dire que ça fait le buzz, mais je pense que ce n'est pas ça la matrice du problème. Je pense quoi. Okay. Voilà. Maître Konaré, sur ce plateau, on s'est souvent désolé du fait que l'État malien ne parvienne pas à désarmer, par exemple, la milice d'Anna Amassagou. Et aujourd'hui, on voit cette interpellation, l'arrestation de présumés djihadistes, l'interpellation de Maître Hassan Bari. Quelque part, c'est comme si on tentait peut-être d'équilibrer les choses. Non, même si c'est en violation un peu de la procédure par rapport à votre confrère. Il faut bien que l'État se remue, quelque part. Moi, ce que je demande, c'est qu'aujourd'hui, le peuple malien a besoin de la vérité. Le peuple malien a besoin de savoir, surtout dans des affaires aussi ténébreuses que celles qui incriminent ou est incriminé Maître Bari. Alors, j'ai des questions. Il semble que Maître Bari, d'après ce que j'ai lu, ait pris de l'argent pour aller négocier auprès des juges la libération de 2 terroristes. Question, s'agit-il là d'une affaire de corruption, de concussion, ou bien s'agit-il là d'une intelligence avec les terroristes? Ça, c'est ma première question. Deuxièmement, et cet argent, qu'est-il devenu? Troisièmement, les juges qui devaient être entrepris, qui sont-ils? Est-ce que réellement une démarche a été entreprise par Maître Bari à l'endroit de ces juges? Et finalement aujourd'hui, est-ce qu'il n'est pas bon que dès lundi, la justice prenne le relais de la sécurité d'État?
Parce que tout le problème se déroule aujourd'hui au sein de la sécurité d'État qui, par définition, entretient le mystère. D'accord. Et donc, bien sûr, elle est couverte par le secret défense, elle est couverte par les nécessités d'urgence, mais il est bon aujourd'hui qu'elle se débarrasse de ce dossier. Maître Barry est arrêté, il faut le remettre à la justice. D'accord, on va clore justement ce chapitre par vos questions, les questions de Maître Cheikh Omar Konaré sur l'interpellation de Maître Hassan Barry. Dernier thème de ce débat du dimanche, les vérités du ministre de la Défense du Mali à l'Assemblée nationale face aux députés. Le général Daïrou Dambélé a appelé à plus de soutien aux forces de défense. Il est également revenu sur la différence entre accord de défense et traité de coopération. On écoute le général Daïrou Dambélé. Entre les coopérations militaires, c'est différent de l'accord de défense. L'accord de défense, c'est un texte intergouvernemental qui est signé par un pays avec un autre pays pour sous-traiter sa défense en cas d'agression ou de menace du pays qui signe. L'autre pays viendra intervenir à son profit. Mais l'accord de coopération, la différence c'est quoi? C'est un accord technique. Ça n'a rien à voir avec la défense. La défense, c'est pour le Mali d'abord. Et c'est à nous, Maliens, de créer les conditions nécessaires de notre appareil de défense. Voilà, il y a un autre extrait où le général Daïrou Dambélé demande aux députés de ne pas rester dans les bureaux climatisés pour ressasser les rumeurs. Badou Sidi Koba, sur ce langage de vérité du ministre de la Défense aux élus de la nation. Et je lui donne entièrement raison. Et il a dit la différence entre accord de défense et accord de coopération militaire. C'est très important. Deuxièmement, on a vu Jean-Michel Jacques, qui fait partie du groupe parlementaire au sein du Parlement français chargé des questions de défense. C'est un député, il est venu avec toute sa délégation. Ils se sont déplacés pour aller à la rencontre des forces françaises. On a vu les dirigeants allemands venir à la rencontre de leurs troupes. Mais on n'a jamais vu un député malien, en toute honnêteté, se rendre au nord pour constater de visu les conditions dans lesquelles les militaires travaillent. Ils sont contents de faire des communiqués laconiques. Moi, j'aurais aimé que les députés disent, bon, nous allons amputer une partie de notre salaire pour mettre cela à la disposition. La passe les fêtes de fin d'année au nord, ou bien c'est pas important selon vous? Non, le président de la commission de défense, je parle en tant que président de la, pas en tant que fils de président. Karim, on l'a vu, il est parti vers... Moi, je ne peux pas parler de fils de président, il est le président de la commission de défense. Il est le président de la commission de défense. Donc je parle à ce titre. On l'a vu l'année dernière, à la veille de Noël, à la veille de revenu, se rendre vers Koro Banque. Ce n'est pas suffisant. Nous, nous voulons qu'il aille à Ndélimar, voir ce qui s'est réellement passé, qu'il aille à Tabangor. Parce que dernièrement, c'est les Nigériens qui ont volé en notre secours, c'est eux qui ont évacué nos morts et nos blessés sur Tuloa et ils ont été évacués par avion jusqu'ici. Donc c'est dramatique. D'accord, Makankone, sur le passage du général Dambélé à l'Assemblée nationale. Moi, je crois que l'occupation même de ce fauteuil de ministre de la Défense par le général Daïrou est une très bonne chose. Vous avez vu, la dernière fois, pendant les attaques de Tabankor, il était à Gao. Daïrou, il est resté récemment 2 à 3 semaines à Gao. Je ne me souviens pas d'un ministre de la Défense qui est resté au nord tout ce temps. Il est resté à Gao, il va à Menaka, il revient, il va à Songo, il revenait. Et en même temps, il a encouragé sérieusement, il a même de sa propre poche amélioré la propos de certains postes, ça il ne le dit pas. Mais moi, on le sait un peu. Au nord, il l'a fait. Maintenant, pour ce qui concerne l'Assemblée... aussi riche que ça. Non, bon, ça c'est des choses, ça ne demande pas beaucoup. Ça ne demande pas beaucoup, vous n'êtes pas très sérieux. Ça ne demande pas beaucoup de choses. Il a voulu vous déstabiliser. Il va pas parvenir. Il arrive à déstabiliser. Ça ne marchera pas. Voilà. On va vous épingler. Maintenant, le deuxième truc que j'ai aimé chez lui, surtout au sein de l'Assemblée nationale, c'est que les gens à Bamako, ici, la plupart du temps, s'asseyent dans leur bureau, à l'Assemblée, pour raconter leur vie sur des zones qu'ils connaissent ni d'Adam ni d'Ève. Il y a des députés ici qui ne savent même pas que Tabankort au Mali, il y a 2 Tabankort. Il y a Tabankort de Gao, il y a Tabankort de Menaka. Et j'ai même vu un communiqué officiel qui a fait. Donc, ce n'est pas normal. On ne peut pas avoir des responsabilités telles et ne même pas connaître géographiquement son pays. Donc, c'est une bonne chose que tous les ministres, tout le monde pouvait dire la vérité à ces Maliens qui restent ici au sud et raconter leur vie. Et or, c'est eux qui sont censés régler des problèmes, ils ne peuvent pas. Donc moi, je salue, je soutiens ce qu'il a dit. Daïrou a dit la vérité et je crois que c'est la gravité de la situation sécuritaire qui l'oblige à dire la vérité. Donc il prend date pour le cas où on l'interpellerait un jour, il dira « j'ai dit la vérité ».
Parce que la vérité, c'est qu'il dit que la situation militaire est très critique. Ça, il l'a dit. Alors, je continue en disant que ce qu'il a dit nous amène à définir le rôle de chaque force internationale qui opère au Mali. Alors, il faut que les Maliens sachent que la MINUSMA n'est pas venue pour défendre l'État malien. La MINUSMA n'est pas venue pour combattre à la place de l'État malien. La MINUSMA est venue uniquement, ou du moins principalement, pour appliquer l'accord issu du processus d'Alger. Faire en sorte qu'il y ait une interposition militaire entre la CEMA et l'État malien. Maintenant, la force Barkhane est là. Elle a signé un accord technique avec l'État malien pour combattre les terroristes. Ce qu'elle n'arrive pas à faire très bien, puisque les terroristes continuent de nous tuer. Donc, ce que moi je demande pour que la sécurité revienne dans ce pays, c'est qu'il y ait une révision du mandat de la MINUSMA pour l'orienter contre le combat, n'est-ce pas, contre tout groupe armé, y compris la CEMA. D'accord, ok. Donc c'est ça qu'il faut, parce que l'armée seule ne peut plus. Au Niger, a pour rôle de... L'ONU mène le même combat en RDC. On va revenir dans un deuxième tour. Oui, Serge. Moi, très rapidement, vraiment, j'ai écouté ça, son intervention, ce genre d'intervention. On doit faire écouter ça, on doit faire analyser ça dans les écoles de guerre. C'est-à-dire l'armée, le pays, la guerre. Je sais que le peuple peut supporter la vérité. La vérité est difficile, mais le peuple, quand vous dites la vérité, on peut supporter la vérité. Et c'est la leçon que je retiens de son intervention à l'Assemblée nationale. Généralement, on jette des fleurs aux députés. Il lui a jeté quelques flèches, c'était pas mauvais. Si au lieu de... C'est bien d'intervenir, d'interpeller à l'Assemblée nationale les membres du gouvernement. C'est mieux d'aller sur le terrain pour soutenir l'armée. Et je pense qu'on n'a pas besoin d'être membre de la commission de défense. Pour ça, un député, c'est un représentant du peuple. Il va sur le terrain soutenir l'armée. Ce qu'il dit de l'armée, il dit aussi, on n'a pas tous les moyens. Peut-être qu'il n'est pas rentré dans les détails. Il aurait pu dire, oui, on n'a pas les moyens parce qu'il y a la corruption, également parce que des pays étrangers ne veulent pas que nous ayons les moyens, etc. Il pouvait rentrer dans tous ces détails-là. Je pense que ça, c'est le rôle d'un homme. En plus, j'ai failli dire un homme politique. C'est-à-dire, c'est un homme responsable, un homme d'État et non un homme de l'État, de prendre la parole comme ça et de dire la vérité clairement, en disant, nous vivons une situation difficile, c'est grave, ce n'est pas terminé, nous n'avons pas les moyens, nous faisons des efforts, nos partenaires étrangers nous aident, peut-être qu'il n'a pas voulu dire assez, mais c'était très important ce genre de déclaration. Oui, il y a un autre extrait, Badou Sidikoba, c'était vraiment un langage de vérité, hein, puisqu'il a rappelé qu'il était à Gao avec les éléments, en rappelant que les éléments regardent la télévision et que souvent, en regardant la télé, ils ont l'impression que pour le Malien, le pays n'est pas en guerre. Ça demande plus de concentration, plus de soutien. Il faut que le Malien, que les populations se disent que le pays est en guerre et cela doit se traduire dans les comportements quotidiens. Mais tel n'est pas le cas, à en croire Monsieur le ministre, et ce n'est pas faux. En venant, j'ai vu un cortège de mariés là. Ils ont failli même me percuter parce que moi je suis en moto. Donc pour vous dire qu'en toute honnêteté, en toute objectivité, au moins à Bamako on ne sent pas la guerre, ce qui n'est pas normal. Chaque jour, ce sont nos frères, nos grands frères, nos fils qui meurent sur les fronts. Ils ont besoin de soutien moral, ils ont besoin d'être soutenus. Il faut un symbole fort pour leur montrer que vraiment nous sommes derrière et nous les soutenons. Parce qu'il y a plusieurs façons de soutenir un militaire. Nous sommes des journalistes, on a nos plumes, on peut les soutenir avec nos plumes, etc., etc. Mais encore faudrait-il qu'on sache que nous sommes en état de guerre, nous devons apporter le soutien nécessaire à nos militaires et les députés, les ministres, que chacun essaie de voir vraiment comment couper un peu son salaire pour aider l'armée. Et au-delà de cela, il a fait une révélation de taille. Il a dit qu'il y a un accord qui interdit aux militaires d'accéder à la ville de Kidal. Ça a retenu mon attention. Ensuite, il a dit qu'il faut 10 000 soldats supplémentaires pour pouvoir vraiment aider l'armée, pour pouvoir soutenir l'armée. Parce que les militaires qui sont au front sont fatigués. 60% des militaires maliens sont déployés et ces militaires passent le plus clair de leur temps au front. Donc il faut faire en sorte que ces militaires ont vraiment pu se reposer.
Puisqu'on parle de défense, peut-être ça peut être utile comme information. Ce lundi, je sais que le deux ministres, dont celui de la Défense, ils vont rencontrer les institutions internationales présentes au Mali, pour parler justement de la nouvelle armée reconstituée. Et justement, on va rester avec vous, puisqu'on croit savoir, on ne trahit pas un secret. Le prochain numéro de la lettre confidentielle Mali va parler de cette audience-là entre le président Ibeka, qui a reçu une délégation de la SEMA au palais présidentiel de la résidence, enfin, disons quelque part. Dans ce contexte-là, c'est important. Vous faites bien de dire que ça va apparaître dans la lettre confidentielle du Mali. Cette fois-ci, c'est seulement les abonnés. Les non-abonnés vont attendre une semaine et personne ne pourra la voir, surtout vous qui n'êtes pas abonnés. Le président a reçu de la SEMA, M. Sidi Oudati et Al-Gabas, à Gintala. Contrairement à ce qui a été dit, aucun ministre n'était présent. Il y avait un ministre qui voulait assister, le président n'a pas voulu, parce que c'est lui qui détermine. Donc c'est très important, parce que depuis que le drapeau malien a été malmené à Kidal, le président était fâché, donc il les pris au téléphone. Je pense qu'ils avaient besoin de se rencontrer, ils se sont rencontrés sur plusieurs points, le processus de paix, etc. Je ne peux pas dire, d'après mes informations, que c'est la lune de miel et qu'ils reviennent dans le dialogue national ou au sein du comité supérieur de la Côte d'Alger, mais c'est une rencontre quand même importante pour l'avenir. Ils ont repris langue. Donc le président, effectivement, les a reçus. Ok. Bon, puisqu'on n'a pas l'occasion Pendant 2 heures. Pendant 2 heures. Je peux même vous dire. C'est toi qui m'as dit ça. Puisqu'on n'a pas l'occasion de rencontrer fréquemment le président de la République, qu'est-ce qu'on peut lui dire, Maître Konaré, que peut-être il faut qu'il y ait pas de disproportion entre la facilité, l'aisance de la CMA d'accéder à Koulouba, et de l'autre côté, les autorités maliennes, pour aller à Kidal, il y a une disproportion entre le fait de pouvoir venir à Koulouba et le fait de pouvoir se rendre à Kidal. Il faut peut-être qu'on dise ça au président. Mais ça, c'est déjà dit. On devrait lui dire autre chose. C'est que la SEMA ne doit simplement pas accéder à Koulouba. Au début, il le disait. Aujourd'hui, il ne devrait pas changer de posture. Il faut désarmer ces gens-là avant qu'ils n'accèdent à Koulouba. C'est le conseil que je lui donne. Ils n'ont pas été reçus à Koulouba, d'après mes informations. Non, à Koulouba ou ailleurs, ils ne doivent pas être reçus avant d'être désarmés. Et ils n'étaient pas armés non plus. Voilà. Peu importe, ils ont leurs armes à Kidal. Ils les ont exhibées. Ce qu'on peut dire au président de la République, lettre au président de la République ou clin d'œil au président de la République, c'est qu'il a, en tant que chef de l'État, il a la clé de la solution. Moi, je fais partie, je le dis, des journalistes qui sont vraiment critiques vis-à-vis de son action, parce que j'estime et je sais qu'il peut faire plus. C'est lui qui doit prendre les décisions qui s'imposent. Voilà. Ouais, peut-être que au sortir de cette rencontre, les choses vont changer par rapport à Kidal, puisque une rencontre avec la SEMA, ce n'est vraiment pas rien, quoi. Non, surtout dans le contexte actuel, c'est important. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi les MNLA qui préparent son congrès la semaine bientôt. Donc, je crois que c'est important. Mais moi, je suis entièrement et totalement d'accord avec ce que mon grand frère Serge vient de dire. La crise malienne, celui qui a la solution, c'est le président de la République. C'est lui qui doit savoir à qui je dois m'adresser, comment je dois m'adresser, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, quel sacrifice il faut faire, quel sacrifice il ne faut pas faire pour sauver et le pays et le pouvoir. D'accord. Ce sera donc le mot de la fin. Merci d'avoir suivi ce débat du dimanche. Nos invités étaient M. Chekpar Konaré, avocat, Makan Kone, directeur de publication de Nouvelle Libération, Badou Sidi Koba, directeur de publication de Carrefour, Serge Daniel, journaliste écrivain. Merci de l'avoir suivi. 21h politique, le débat avec Robert Dissa. Quant à moi, je vous donne rendez-vous le dimanche prochain, Inch'Allah, pour un autre débat. À très bientôt.